Je m'appelle Léa. J'ai 18 ans et voici l'histoire de ma remise des diplômes, une journée que j'ai passée assise seule dans ma voiture à manger des frites froides en luttant pour ne pas éclater en sanglots. Tout le monde dit que l'obtention du bac est l'un des plus beaux jours de la vie, et c'est sans doute vrai pour la plupart des gens, mais pas pour moi. Alors que mes camarades de classe serraient leurs parents dans leurs bras et prenaient des photos interminables avec des ballons et des bouquets de fleurs, j'étais garée tout au fond du parking du lycée. Je ne me cachais pas vraiment, je voulais juste ne pas être vue. À travers le pare-brise embrumé, je regardais les portes du gymnase s'ouvrir en grand pour laisser sortir les familles, les mères essuyant une larme de joie, les pères rayonnant de fierté et les petits frères grimpant sur l'estrade pour les photos. À l'intérieur de ma voiture, le silence était assourdissant. Ma toque et ma toge étaient froissées sur le siège passager et ce diplôme pour lequel j'avais tant travaillé reposait, encore scellé, sur mes genoux. J'avais envoyé des invitations, vous savez, une à ma mère qui séjournait dans un centre de réinsertion, une à l'ancienne adresse de mon père même si je doutais qu'il y vive encore, et une à ma tante qui ne m'avait pas appelée depuis plus d'1 an. Je n'ai pas été surprise de voir que personne n'était venu, déçue, oui, mais pas surprise. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours, je suis restée dans mon coin, j'ai avalé ma peine et j'ai prétendu que ça m'était égal. Mais juste au moment où je pensais que cette journée ne pouvait pas être plus vide, quelqu'un a frappé à ma vitre, et cela a tout changé. On parle souvent des familles brisées, mais on ne vous dit jamais à quel point le monde devient silencieux quand personne ne vous cherche. En grandissant, j'ai surtout été seule. Mon père est parti quand j'avais 6 ans, un jour, il faisait sa valise pour un voyage, le lendemain, il n'était plus là, sans un adieu, sans une explication. Après ça, il n'y a eu que ma mère et moi, et certains jours, elle n'était même pas vraiment là. Maman avait ses propres démons, les médicaments surtout, puis tout ce qui lui tombait sous la main. À 13 ans, j'ai commencé à préparer mes propres dîners et à aller au collège seule à pied. J'ai appris à mentir aux professeurs sur mes bleus et mes repas sautés, et j'ai appris à devenir invisible aux yeux de tous. À 15 ans, j'ai trouvé un petit boulot au noir dans l'épicerie du quartier, travaillant tard le soir et les week-ends selon leurs besoins. Je me disais que c'était pour économiser, mais la vérité était que j'avais besoin d'une occupation, d'un endroit où aller qui ne soit pas chez moi. Quand ma mère a été arrêtée pour la 2e fois, j'ai emménagé chez ma tante. Elle disait que c'était temporaire, juste le temps que les choses se tassent, mais elle me regardait à peine, comme si je lui rappelais quelque chose qu'elle préférait oublier. Je restais dans la chambre d'amis en essayant de ne pas prendre de place. À mes 17 ans, j'ai loué une petite chambre de bonne chez une dame âgée qui vivait seule, elle m'appréciait parce que je payais mon loyer à temps et que je ne faisais aucun bruit. Le lycée était le seul endroit où je me sentais à moitié exister. Je n'étais pas populaire, mais j'avais de bonnes notes. Je m'étais inscrite au club journal, pas parce que j'aimais les appareils photo, mais parce que j'aimais être derrière l'objectif pour observer sans être observé. Je savais que la remise des diplômes approchait, j'avais entouré la date sur mon calendrier, non pas par excitation, mais parce que j'avais besoin d'une ligne d'arrivée, d'une dernière montagne à gravir. Alors j'ai envoyé ces invitations, en me disant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un viendrait. Peut-être que ma mère s'en sortirait à temps, peut-être que mon père ressentirait un élan de culpabilité, peut-être que ma tante se souviendrait de ce que c'était que d'aimer quelqu'un. Mais personne n'est venu. Et même si je m'y attendais, cela m'a fait l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. C'est ça, le problème avec l'espoir, c'est silencieux, tenace et douloureux quand ça meurt. Alors, quand la cérémonie s'est terminée, je ne me suis pas attardée. Je ne voulais pas répondre à des questions ou simuler des sourires. J'ai enlevé ma toge dans les toilettes, j'ai pris un burger au drive-thru et j'ai garé ma voiture aussi loin du bruit que possible. Je n'étais pas en colère, juste fatiguée de prétendre que je comptais pour des gens qui avaient cessé d'être présents depuis longtemps. C'est là que j'en étais, physiquement et émotionnellement, quand j'ai entendu frapper à ma vitre. Quand je repense à cette journée, tout me semble un peu flou, comme un film dont on aurait baissé le son. La cérémonie s'était bien passée, j'avais traversé l'estrade comme tout le monde, le proviseur, Monsieur Lambert, avait appelé mon nom, j'avais souri pour la photo, serré des mains, dit merci et pris mon diplôme. De l'extérieur, tout semblait normal, mais à l'intérieur, je me sentais vide, déconnectée. Le gymnase était plein à craquer, les gens applaudissaient,
agitaient des pancartes et prenaient des photos. À chaque nom cité, une rangée de familles bondissait de joie. Quand mon nom a été annoncé, j'ai entendu un petit encouragement, probablement l'un de mes professeurs, et j'ai apprécié le geste. Mais en regardant la foule, personne ne se levait pour moi. Je suis sortie du gymnase pour aller directement dans le couloir sans attendre le cocktail de fin. Je n'avais pas envie de gâteau ni de bavardage, j'avais juste besoin d'air. Dans les toilettes, mes mains tremblaient mais je ne pleurais pas, je pense que mes larmes s'étaient épuisées quelque part entre mes 13 et mes 17 ans. Dehors, le soleil était trop vif. Je me suis glissée dans ma voiture et j'ai claqué la porte comme pour m'isoler du reste du monde. J'ai acheté le burger le moins cher et je me suis garée derrière l'auditorium, là où personne ne me verrait. C'est là que je me trouvais avec mon burger tiède et mes espoirs brisés, fixant le tableau de bord alors que la radio diffusait une musique douce que je n'écoutais pas. Je mâchais mes frites molles en pensant à quel point c'était étrange. Après chaque examen, chaque nuit de travail, chaque matin où je m'étais forcée à me lever, tout se terminait ainsi, seul dans une voiture qui sentait le café et le gras. Ce moment était censé être une étape majeure, pourtant cela ressemblait à un mardi comme les autres. J'ai regardé mon diplôme et, pendant une seconde, je me suis demandé s'il était bien réel, si quelqu'un allait frapper à ma vitre pour me dire qu'il y avait une erreur et qu'une fille comme moi n'avait pas sa place ici. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé, car au moment où je prenais une bouchée de mon sandwich, un coup soudain sur la vitre m'a fait sursauter, faisant tomber mon burger sur mes genoux. En levant les yeux, j'ai vu Monsieur Lambert, le proviseur, toujours dans sa tenue officielle, sa toque légèrement de travers et son expression indéchiffrable. J'ai paniqué, pensant que j'enfreignais une règle en étant garé là. J'ai baissé la vitre à moitié. Il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir une minute avec moi, puis, sans attendre la réponse, il a fait le tour pour s'installer côté passager. C'est ainsi que la seconde moitié de ma journée a commencé. Monsieur Lambert s'est installé dans le siège en froissant sa robe de cérémonie sur ses genoux. J'ai rapidement poussé mon sac et ma toge à l'arrière, m'excusant pour le désordre. Il a souri en attachant sa ceinture, bien que nous ne bougions pas, en me disant que je devrais voir la salle des profs pour relativiser la propreté de ma voiture. Après un moment de silence, il m'a dit qu'il avait remarqué que je n'étais pas restée pour le cocktail. J'ai haussé les épaules en disant que je n'avais pas le cœur à la fête. Il m'a répondu qu'il comprenait et que, croyez-le ou non, il avait lui aussi séché la sienne. Ses parents étaient en plein divorce et s'étaient disputés pendant toute sa cérémonie, il était parti juste après avoir reçu son diplôme pour s'isoler à la bibliothèque municipale pendant 3 heures. Il riait doucement, sans amertume, et cet homme d'ordinaire si imposant me semblait soudain très humain, comme quelqu'un qui savait ce que cela signifiait d'être invisible. Il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Léa, j'ai vu ton dossier, je sais ce que tu as traversé et je sais combien tu as travaillé dur pour être ici aujourd'hui. » Mal à l'aise, j'ai répondu que ce n'était rien et que d'autres vivaient des choses pires. Il a hoché la tête en disant que c'était peut-être vrai, mais que cela n'enlevait rien à mon mérite. Il m'a raconté qu'il y a 4 ans, ma conseillère d'orientation du collège l'avait contacté pour lui dire que j'aurais du mal à finir le lycée à cause de mes absences et de ma situation familiale instable. Statistiquement, les élèves dans ma situation n'y arrivent pas, mais j'étais là. C'était étrange d'entendre quelqu'un dire tout cela tout haut alors que j'avais tout enfoui sous le sarcasme ou le silence. J'ai répondu que je ne voulais simplement pas devenir une statistique de plus. Il a souri. Nous sommes restés silencieux tandis que le soleil de fin d'après-midi allongeait les ombres. Puis il a ajouté, comme une évidence, que parfois nous cherchons tellement les gens qui ne sont pas là que nous oublions de remarquer ceux qui sont présents. Cette phrase m'a marqué car, jusqu'à cet instant, je n'avais pas réalisé combien de personnes m'avaient soutenu discrètement. Monsieur Lambert s'est mis à citer des noms, Madame Durand, la prof de maths, qui restait tard tous les mardis pour m'aider, non pas parce qu'elle aimait faire du tutorat, mais parce qu'elle voyait que j'étais épuisée, Monsieur Girard, le prof de PS, qui me laissait utiliser les douches du gymnase quand l'eau avait été coupée chez moi pendant 2 semaines, Madame Chantal à la cantine qui s'assurait que j'ai toujours une portion supplémentaire dans mon plateau. J'avais la gorge nouée. Et puis il a ajouté qu'il se souvenait de quelqu'un qui m'avait donné la clé de la salle des professeurs la semaine où je n'avais nulle part où dormir. Je suis restée pétrifiée. Il savait. Madame Leroy, ma prof de français,
m'avait discrètement glissé cette clé en me disant d'utiliser le canapé et de partir avant 6 heures du matin. Je pensais que c'était notre secret, mais je n'étais pas aussi invisible que je le pensais. Monsieur Lambert m'a dit doucement que je n'avais simplement pas le genre de soutien qui finit dans les albums photos. Ces mots n'étaient pas théâtraux, mais ils m'ont touché plus que n'importe quel applaudissement. J'avais été tellement consumée par l'absence de mes parents que j'avais ignoré cette bienveillance silencieuse tissée dans mon quotidien, une prof de maths patiente, une cantinière attentionnée, un proviseur qui observait tout sans faire de vagues. J'ai admis que je pensais que le soutien devait forcément venir de la famille, mais il m'a répondu que le soutien vient de ceux qui sont présents, que le sang n'est pas une garantie, mais que l'amour l'est. Il a ajouté que je n'avais pas réussi seul, que j'avais porté le fardeau, mais que d'autres m'avaient aidé à le soulever morceau par morceau. Puis, sans cérémonie, il a sorti une enveloppe de sa toge. C'était une carte de vœux couverte de messages manuscrits de chaque professeur, conseiller et membre du personnel. Il me disait qu'ils étaient fiers de ma force et de mon parcours. À l'intérieur, il y avait aussi un chèque. Il m'a expliqué qu'il s'était cotisé en apprenant que j'avais obtenu une bourse pour m'aider à acheter mes livres et mes fournitures. Je ne savais pas quoi dire, mes yeux me brûlaient. Pour moi, être forte signifiait survivre seule, mais j'ai compris que la force, c'est aussi accepter l'amour quand il arrive sans prévenir. Je tenais cette enveloppe blanche comme un trésor. Monsieur Lambert m'a dit de ne pas gaspiller cette chance et de continuer à avancer. En sortant de la voiture, il s'est arrêté une dernière fois pour me dire que les gens sont façonnés par ceux qui restent, pas par ceux qui partent. Pendant des années, je m'étais définie par l'absence des autres, mais j'avais regardé dans la mauvaise direction. Avant de fermer la porte, il a mentionné qu'une partie de l'équipe allait dîner au bistrot du coin dans 1 heure et que j'y étais la bienvenue. Il est parti, me laissant seule avec cette enveloppe, et, pour la première fois de la journée, je ne me sentais plus vide, je me sentais reconnue. Je suis restée là longtemps. Le parking se vidait. J'ai regardé la carte, les signatures, et j'ai souri. Je n'avais plus besoin de prouver que j'avais ma place, d'autres avaient déjà choisi d'être là pour moi. J'ai regardé l'adresse du bistrot sur mon téléphone, j'hésitais, mon cœur battait la chamade. J'ai failli ne pas y aller, mais en voyant ma toque sur le siège arrière, j'ai démarré. En arrivant, j'ai vu les voitures des professeurs. Madame Durand, Monsieur Girard, Madame Chantal étaient là, riant ensemble. Madame Leroy m'a aperçu et m'a fait signe d'entrer. Mes mains étaient moites, mais je suis sortie de la voiture. Monsieur Lambert m'a adressé un signe de tête comme s'il m'attendait, et Madame Durand a rayonné en me voyant. Pour la première fois, je n'ai pas eu envie de fuir l'attention. Dans la chaleur et le brouhaha réconfortant du bistrot, alors qu'on me faisait de la place sur une banquette, j'ai compris que ce n'était pas seulement des professeurs, c'était ma famille de cœur. Ce soir-là, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de photos avec des ballons, mais autour de frites bien grasses et de rires sincères, j'ai appris que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est la prof qui reste tard, la cantinière qui vous donne un biscuit en plus, le proviseur qui remarque quand vous disparaissez. J'avais porté l'absence de mes parents comme une preuve que quelque chose clochait chez moi, mais entourée de ces personnes qui m'avaient vue au plus bas et me tendaient une chaise à leur table, j'ai su que j'avais survécu. J'avais été soutenue de manière bien plus profonde que de simples applaudissements. Alors, si vous vous sentez un jour invisible ou indigne d'être aimé, écoutez-moi, vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, quelqu'un frappera aussi à votre vitre. Et quand cela arrivera, laissez-le entrer.